Ce soir, on a le plaisir d'accueillir Emmanuel Docques, qui est professeur de droit à l'université Paris X Nanterre. Je vais dire un mot. Et puis, vous connaissez la tradition, maintenant un peu établie depuis plus d'un an. On a un discutant qui est un fellow, et on a l'éminent, le fellow le plus éminent de l'Institut, puisque c'est son fondateur que vous connaissez tous. Qui va discuter l'intervention. Donc, comme vous savez, il est Alain Suppiot, professeur au Collège de France. Alors, Emmanuel Docques, on en parlait tout à l'heure, il a cofondé aussi une université populaire à Lyon, quand il était en poste à Lyon. Avec l'idée, j'ai vu, enfin c'est sur le web, que l'idée de simplifier, et donc ça se retrouve dans ce dont on va parler ce soir, de simplifier et de rendre plus accessible le droit. D'où aussi la proposition pour un autre code du travail, puisque vous avez ramené à 400 pages et à 1390 articles, le code du travail dont on va parler ce soir, ce que vous appelez une recodification ou une décodification. Enfin, vous allez nous dire ça, avec tout un groupe de recherche que vous avez constitué, donc 23 universitaires, je crois, qui ont fait ce travail collectif autour d'un groupe et qui a un site web, un groupe de recherche pour un autre code du travail, donc GR Pacte. Vous pouvez, si ça vous intéresse, aller sur le web, retrouver un blog qui est actualisé. Vous avez publié beaucoup sur le droit du travail, y compris un manuel chez Dalloz. Et puis plus récemment, une utopie. Ça, moi, je suis particulièrement sensible à ça. Voyage en misarchie, et c'est pour tout reconstruire. Ça, vous avez publié ça en même temps aux éditions du Détour, en mars 17, en même temps qu'était publié donc le livre collectif sur la recomposition ou une proposition pour un autre code du travail. Voilà, alors dans ce bouquin collectif, moi j'ai retenu 5, mais je ne fais que les énumérer parce que vous allez bien sûr le développer, 5 propositions. Rétablir la hiérarchie des normes, notamment c'est tout le débat sur l'article 2 de la loi travail, la hiérarchie entre la loi et les accords d'entreprise, de branche. Deuxième proposition, la réduction du temps de travail et la garantie d'un temps libre. Troisième proposition, là aussi qui va donner lieu sûrement à beaucoup d'échanges, la suppression des CDD et la généralisation des CDI, avec une version très particulière. Un statut particulier pour les travailleurs indépendants, notamment tous les débats qu'il y a eu autour de l'ubérisation et les plateformes numériques. Et puis, 5e proposition, qui est particulièrement agréable, pour certains en tout cas, 6e semaine de congé payé, mais après avoir supprimé les 5 jours fériés légaux religieux au nom du principe de laïcité et de non-discrimination. Donc, il y a une compensation. Alors, vous vous rappelez, peut-être l'an dernier, il y avait eu un débat déjà autour de cette question du droit du travail entre Alain Suppiot et Bernard Thibault. Donc, on prolonge d'une autre façon les échanges que nous avions eus, que vous pouvez retrouver. Normalement, il y a les vidéos sur le web, on enregistre les séances, pas la discussion, et vous pouvez les retrouver sur le site du LU et sur le site de l'IEA. Pour ceux qui confondent toujours, parce qu'il y en a l'IAE et l'IEA. L'IAE, je rappelle que c'est l'Institut d'administration des entreprises, qui est une entité qui fait de la formation en gestion et management qui existe dans la plupart des universités. Et l'IEA, c'est l'Institut d'études avancées qui se trouve en face, de l'autre côté de la passerelle, et qui est une sorte de Villa Médicis, je simplifie, près du stade Marcel Sopin, une sorte de Villa Médicis pour accueillir les chercheurs du monde entier, notamment en sciences humaines et sociales. Voilà, je vous passe la parole. Et encore merci d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup pour l'invitation. Merci à tous d'être ici.
J'ai été invité pour parler d'un travail qu'on a fait effectivement avec une vingtaine d'universitaires, relevant d'une dizaine d'universités, parmi lesquelles Franck Eas, qui est dans la salle, que je salue au passage. On a commencé en 2015, donc avant la loi travail. C'était un assez gros travail. On voyait arriver déjà à l'automne 2015 la loi travail, dont on pressentait les prémices. On a continué à travailler pendant toute cette bataille qui a été la bataille de la loi de travail. Ensuite, comme vous avez pu vous en apercevoir, ça n'a pas empêché l'adoption de cette loi, naturellement. On a continué à travailler après, puisque d'autres réformes s'annonçaient, qu'on était d'ailleurs dans une campagne présidentielle. Et le livre a été publié en mars dernier. Et ce livre peut toujours servir de contrepoint, évidemment, à une politique qui ne va pas, vous allez le voir, exactement dans la direction qui est celle que nous préconisons dans ce code. Il faut voir aussi que ce travail n'est pas... Enfin, c'est un travail qui a été écrit exclusivement par des universitaires. Le groupe de recherche pour un autre code du travail, qui est auteur donc, de ce code alternatif, est entièrement composé d'universitaires, mais c'est un code qui a été beaucoup fait en discussion, en réflexion avec pas mal d'acteurs du monde du travail, et notamment les organisations syndicales, qui ont participé à l'élaboration de notre code dans une mesure variable selon les différentes organisations. On a commencé avec les 5 organisations représentatives au niveau national et interprofessionnel. Et puis, un certain nombre d'événements s'étant produits en cours de route, à la fin, on avait un peu moins d'organisations qui continuaient à travailler avec nous pour des raisons qui nous échappent, mais qui ne vous échapperont peut-être pas. Mais on a continué à discuter avec toutes les organisations, et on a été encore reçus à la CFDT pour discuter du contenu de notre travail encore récemment. L'idée de de réécrire un code du travail entier était une idée qui nous est apparue nécessaire, puisque à l'époque où on a commencé à travailler, il n'y avait guère que des projets de réfaction du code du travail par la destruction des protections. Et certaines de ces protections nous semblaient très utiles, et même certaines protections nous semblaient devoir être renforcées face aux difficultés du monde actuel. Et dès lors, il nous semblait important qu'il y ait aussi des projets construits, qui soient des projets qui aillent dans une direction différente que celle de la destruction du droit social. Ceci dit, ce qui est assez marquant, c'est que le point de départ de notre travail, refondre un code du travail plus simple, est un point de départ qui est tout à fait banal, puisqu'on ne cesse de nous dire qu'il faut reconstruire un code du travail qui soit plus simple et qui soit plus adapté aux réalités de notre temps. Et quand on parle des réalités de notre temps, on parle de quoi? On parle du chômage de masse, on parle du contexte international, on parle de l'évolution du travail, qui n'est plus exactement ce qu'il était il y a une trentaine d'années. On parle de l'évolution de l'entreprise, qui n'est plus tout à fait ce qu'elle était aussi il y a une trentaine d'années. Et est-ce que ces éléments existent? Oui, oui, absolument. Est-ce qu'il y a un chômage de masse? C'est incontestable. Est-ce qu'il y a un contexte international? Bref, notre point de départ, faire un droit du travail plus simple en adaptant le droit du travail à la société actuelle, et même à la société légèrement prévisible, puisque les lois sont faites pour s'appliquer dans l'avenir, c'est un projet qui est finalement assez banal, puisque nous avons, de ce point de vue-là, beaucoup de concurrents. Ce qui est surprenant, c'est que partant de finalement de ce point de départ unique, nous soyons arrivés à des solutions qui apparaissent à ce point symétriques, des solutions qui sont habituellement préconisées ou des solutions qui sont tout simplement adoptées par les lois successives, loi travail et puis bien entendu les ordonnances du 22 septembre dernier. Alors, on peut se dire que tout ceci n'est finalement qu'une question de choix politique. Je pense que c'est un petit peu plus compliqué que ça, un peu plus inquiétant peut-être aussi. Bien sûr que c'est une question de choix politique, hein. Un code du travail est une question politique, naturellement.
Mais quand on a une vingtaine d'universitaires qui ont des opinions politiques assez variées, et je vous assure que c'était le cas, et qu'on auditionne des personnes qui viennent d'univers relativement variés aussi, on essaye de réfléchir à des solutions qui soient à la fois fonctionnelles, rationnelles, qui semblent adéquates, qui semblent correspondre à l'évolution du temps. Et lorsqu'on s'affronte en quelque sorte aux propositions qui sont faites, si on est convaincu par le contenu de notre travail et si on pense que c'est à peu près adéquat, à peu près réfléchi, à peu près raisonnable, alors il faut en déduire que les réformes qui sont actuellement en cours et qui sont symétriques, pour la plupart, pas toutes, hein, il y a quelques points communs quand même, on arrive parfois, mais c'est marginal, que les réformes actuelles seraient, si les nôtres sont réfléchies, adéquates, raisonnables, les autres seraient donc irréfléchies, inadéquates, déraisonnables. Ce qui est d'autant plus inquiétant qu'en réalité, le droit du travail est un outil qui, pour nous, est un outil absolument crucial dans une démocratie. Il n'y a pas de démocratie sans un droit du travail décent, avec un certain nombre de droits fondamentaux, mais aussi d'explicitation technique et pratique. Donc c'est une question de démocratie, c'est une question évidemment de lutte contre les inégalités, puisque le droit du travail est un outil absolument crucial dans la lutte contre les inégalités. Ce qui fait que lorsque nous essayons de construire un droit du travail, nous essayons de protéger ces idées assez basiques, qui sont l'idée démocratique, même si elle a de nombreuses formes possibles, ou l'idée d'une réduction, si possible, un petit peu des inégalités qui, comme vous le savez, sont galopantes. C'est dans cette optique intellectuelle-là qu'on s'est mis pour essayer de rédiger ce code, qui est une espèce de point assez bas de gamme, vous voyez ce que je veux dire, pour faire consensus au sein de notre groupe. Et quand on voit que les directions qui sont actuellement suivies sont inverses, on peut se dire, et je pense à juste titre, qu'il y a effectivement une régression de la démocratie qui est visible, une régression de plus en plus profonde, ce qui est inquiétant, et évidemment des lois qui favorisent l'essor encore plus grand des inégalités, ce qui est là aussi très inquiétant. Donc je pense que ce n'est pas seulement une question d'opposition entre des goûts et des couleurs, en quelque sorte, politiques. Je pense qu'il y a là effectivement une dérive sociale qui n'est pas spécifiquement française, loin s'en faut, hein, qui est une dérive sociale dont on retrouve des pendants très marqués dans beaucoup de pays, et en même temps une espèce de résistance sur un corps de règles qui est fondateur d'un certain nombre de valeurs assez simples, c'est-à-dire qu'elles sont assez nodales, qu'elles sont finalement aux racines de ce qui a fait une société acceptable, tout juste acceptable, et qui pourtant est déjà menacée. Alors, ceci dit, c'est un code complet, presque complet, du travail. Presque complet, on n'a pas fait la formation professionnelle, voilà. Parce qu'on n'était pas compétent, en fait, je crois. Et aussi parce qu'on a plein de bonnes excuses qu'on a expliquées, mais que je passe. Sinon, on a essayé de traiter de tout, y compris du chômage, parce que vous savez que le droit du chômage est dans le Code du travail, et c'est très bien qu'il y soit. Et donc, on tenait à ce qu'il soit maintenu dans le Code du travail, le droit du chômage. Et donc, on a aussi refondu cette partie-là, qui en a le plus grand besoin. Pas forcément de la manière dont ça va avoir lieu, mais qui en a quand même besoin dans une autre direction. Qui dit Code du travail dit une quantité de sujets abordés très importante. On a traité de toutes les grandes dimensions, à part donc la formation professionnelle, de toutes les grandes dimensions de la relation de travail. On n'a pas non plus traité de la procédure prud'homale, puisqu'on a considéré qu'il serait utile d'avoir une juridiction sociale, et non pas seulement une juridiction du travail, c'est-à-dire une juridiction qui inclut à la fois les problématiques du droit du travail, et les problématiques de l'aide sociale, et les problématiques du handicap, et ces problématiques-là. Donc, il nous a semblé que là, pour le coup, cette juridiction devait être sortie du Code du travail stricto sensu et qu'elle n'appartenait pas non plus au Code de l'aide sociale, mais qu'elle devait s'intégrer ailleurs, peut-être dans le Code de procédure, dans un Code de procédure. Peut-être dans un Code de procédure spécifique que nous n'avons pas rédigé. Bon, sinon, on traite d'une quantité de sujets tout à fait considérable.
Et naturellement, dans le temps qui m'est imparti, il est impossible de tout évoquer. Je vais donc vous pointer quelques exemples de notre travail. Évidemment, intellectuellement, vous pourriez me dire, et dans tel domaine, qu'avez-vous proposé? Et dans tel domaine, normalement, on a une proposition tant que c'est du droit du travail. Aucune de ces propositions n'a naturellement valeur de vérité. Tout est discutable. Et si jamais ce texte devait servir d'inspiration, il est bien évident qu'il ne saurait en aucun cas être recopié à l'identique par une quelconque instance démocratique qui, si elle le recopiait à l'identique, ne serait pas une instance démocratique. Le droit est quelque chose qui doit être fait, non pas par un aéropage, fût-il informé d'universitaires, même s'ils essaient de sortir un peu de leur tour d'ivoire. Le droit relève de processus qui définissent la démocratie. Il n'empêche que c'était quand même utile d'avoir un objet à partir duquel discuter, et c'est simplement dans cette optique-là que ça a été construit. Donc quelques exemples. Quelques exemples de contenu choisis de manière tout à fait arbitraire. Alors j'ai essayé de prendre des sujets importants. J'ai essayé aussi de ne pas prendre que les sujets qui sont habituellement débattus. Les sujets les plus habituels sont l'agencement des sources du droit avec l'essor de la convention collective d'entreprise, le sort de l'emploi, la précarisation de l'emploi avec le droit du licenciement qui vient de s'effondrer de manière brutale. On a comme ça quelques points où l'évolution du travail et le champ d'application du droit du travail, qui sont des sujets très très importants, hein, donc je vais en traiter. Mais je vais essayer aussi de vous pointer un peu rapidement des choses qui pourraient vous paraître plus anecdotiques, mais qui nous semblent intéressantes quand même. En essayant d'aller suffisamment vite sur les gros sujets pour ensuite pouvoir parler de manière un peu plus... de pouvoir évoquer au moins quelques autres sujets. Alors, si vous voulez, je vais commencer par l'agencement des sources. L'agencement des sources du droit. C'est un sujet qui apparaît au départ technique, qui est un sujet non pas de contenu du droit, du type est-ce qu'il y a 5 semaines, 6 semaines, 7 semaines de congés payés, est-ce que le SMIC est à tel ou tel niveau. Mais là, on est dans quelque chose qui apparaît un peu plus compliqué, c'est quels sont les rapports entre la convention collective de branche et la convention collective d'entreprise avec le contrat de travail, est-ce que ceci s'agence comme ci, comme ça, quels sont les conflits de normes et quelles sont leurs solutions. Et tout ceci apparaît un peu plus difficile. Et c'est effectivement un peu plus difficile. Et c'est parce que c'est un peu plus difficile que c'est par cette entrée-là que la France a choisi de faire de la dérégulation, de la déréglementation. Le premier modèle de destruction du droit social, c'est un modèle, disons, thatchérien ou reaganien, historiquement, qui sont des modèles par le feu. On prend ce qui existe et on le détruit. Ça présente l'avantage de la simplicité. Bon, après, il n'y a plus grand-chose, il n'y a plus rien. Voilà, c'est clair. Ce n'est pas du tout le modèle français. Le modèle de destruction du droit social français est un modèle qui passe par la hiérarchie des sources. On ne dit pas « j'abroge le code du travail ». On a encore peur des réactions que cela pourrait susciter. Ce qui signifie, d'ailleurs, je le dis en passant, que toutes les résistances qu'on a pu voir, notamment au moment de la loi travail, ont eu des effets considérables, hein, et y compris sur ces ordonnances. On a l'impression qu'on perd tout le temps, mais je vous assure que s'il n'y avait pas de mouvement de résistance, le droit français n'en serait pas au stade où il en est actuellement, c'est-à-dire avec encore des restes. Et c'est parce qu'il y a toutes ces résistances-là qu'on n'ose pas aller dans un processus de destruction brutale, et que du coup, il reste encore des choses, et que la France a encore, comparativement à d'autres pays, un droit social à peu près présentable, même s'il l'est de moins en moins naturellement, et que dans certains domaines, on est même en pointe dans la destruction. Mais tout de même, il y a donc ces luttes ne sont pas complètement inutiles. Mais donc le modèle de destruction est un modèle caché en France. On détruit en prenant le prisme de la complexité. On détruit en faisant non pas une destruction de textes bruts, mais une accumulation de textes.
Par exemple, la loi travail était une caricature, puisqu'on a eu des centaines de pages qui sont venues gonfler le Code du travail de textes nouveaux. Et donc de complexité, laquelle complexité permet de glisser les destructions. D'accord ? Et ça permet donc, si vous voulez, c'est une forme de destruction un peu hypocrite, en quelque sorte. Et le cœur de cet outil destructeur est dans l'agencement des sources du droit. Au lieu de dire on abroge la loi, on dit la loi devient supplétive. Ce n'est pas la même chose. On dit elle devient supplétive, c'est-à-dire qu'une convention collective pourra la remplacer en prévoyant des dispositifs moins favorables aux salariés. Mais c'est une convention collective, donc on nous présente là quelque chose qui relève de l'accord et avec la garantie des organisations syndicales. Donc je n'ai pas détruit la loi, j'ai simplement prévu la substitution possible de quelque chose d'assez consensuel par quelque chose d'assez consensuel de la loi. Oui, il y a quelque chose d'un peu plus compliqué, naturellement. Et puis ensuite, on va dire que parmi les conventions collectives, on va choisir des conventions collectives qui sont plus proches du terrain. Par exemple, des conventions collectives d'entreprise qui seront supérieures, en principe, aux conventions collectives de branche. C'est l'idée plus générale, small is beautiful, ce qui est petit est chouette, et qui se traduit dans un discours politique du type il faut regarder les réalités du terrain, ça suffit, ces lois abstraites qui s'appliquent de façon indifférenciée. Alors, est-ce que c'est la même chose, les entreprises de transport, les entreprises de la métallurgie, une entreprise d'informatique? Est-ce que c'est la même chose, la restauration? Non, c'est différent. Est-ce qu'il faut les mêmes lois pour tous? Mais non, il faut s'adapter. Et entreprise par entreprise, c'est différent. C'est le discours du particularisme, d'accord? Ce qui fait qu'on va réduire le niveau de la norme. Au lieu d'avoir une règle générale égale pour tous, on aura des règles plus spécifiques. Et puis, si on pousse le truc jusqu'au bout, on peut même dire que dans une entreprise, il faut faire la différence entre monsieur machin qui a 3 enfants, madame truc qui n'a pas d'enfants, et de faire des contrats individualisés qui représentent des protections spéciales pour chacun et des suppressions de protections spéciales pour chacun. Il faut comprendre que lorsqu'on... Comment dire? Je suis de ceux qui pensent que tous les niveaux de normes sont utiles. Il y a des normes internationales, il y a des normes, il devrait y avoir des normes européennes, il y en a encore quelques-unes. Il y a des normes légales, il y a des normes conventionnelles. Le droit du travail est construit d'une accumulation de sources du droit assez extraordinaire qu'on ne trouve pas dans les autres matières. Et en fait, chacune de ces sources a son utilité. Ce qui est effrayant dans ce qui se produit, c'est que ce n'est pas qu'on utilise les petites sources. Par exemple, la convention d'entreprise, c'est très bien la convention d'entreprise. Ce n'est pas qu'on utilise les petites sources qui est inquiétant. C'est qu'on utilise les petites sources pour détruire les autres sources. Et que ceci tend à potentiellement se substituer à cela. Et que donc on nie l'utilité des sources plus générales. Donc nous, il nous a semblé que la source plus générale avait, elle aussi, son utilité. Et notamment la loi. Alors que parmi les utilités de la source générale, on pourrait dire l'égalité. Qu'il y ait une unique règle légale qui s'applique à tous, ça permet un socle unique qui bénéficie à tous les salariés. Et ça, pour l'égalité des citoyens, c'est une chose extraordinairement précieuse. Et 5 semaines de congés payés, minimum pour tous, le SMIC, minimum pour tous, pas plus de tant d'heures par semaine, minimum pour tous, etc. Ce qui permet une égalisation d'un certain socle de protection. Et c'est la fonction de la loi. Et donc, notre perception de la fonction de la loi a fait que nous avons, pour l'essentiel, rétabli le principe de faveur. C'est-à-dire que, pour l'essentiel, nous avons considéré que si cela valait la peine d'être une règle générale égale pour tous, eh bien, cela signifiait que cette règle ne devait pas pouvoir être détruite dans telle ou telle situation particulière, sauf à considérer qu'il n'y avait plus de nécessité de faire de l'égalité pour tous et dès lors se demander quel était finalement l'objet de la loi.
Un autre raisonnement est utilisable pour légitimer ce type de solution dans les rapports entre une convention collective de branche et une convention collective d'entreprise. Si la négociation collective d'entreprise a le vent en poupe, si la négociation collective d'entreprise est aujourd'hui l'alpha et l'oméga de l'avenir du droit du travail, et si la négociation collective de branche est aussi puissamment attaquée actuellement, c'est aussi parce que l'entreprise est un lieu de déséquilibre plus grand que la branche. Dans une entreprise, si vous négociez avec les organisations syndicales, vous pouvez dire « Attention, si vous ne signez pas, moi, je vais licencier un certain nombre de personnes. » Au niveau de la branche, vous ne pouvez pas dire ça, puisque les négociateurs au niveau de la branche ne peuvent licencier personne. Et donc la menace est beaucoup plus indirecte. Et de plus, il y a des effets concurrentiels. C'est-à-dire qu'au niveau d'une entreprise, vous allez dire ben, « Je suis bien obligé de céder parce que mon voisin a cédé. » Alors qu'au niveau de la branche, si vous faites une règle égale pour tous les boulangers, eh bien, vous allez dire ben, il n'y a pas de problème de concurrence, puisque le salaire minimum dans la boulangerie ou les congés sur la boulangerie sont les mêmes ici et sont les mêmes là. Et donc, si on l'augmente pour tous, et donc il n'y aura pas de problème de concurrence déloyale. Donc, la branche est à la fois plus équilibrée, et elle a aussi des fonctions d'égalisation de la concurrence qui sont assez importantes. On a préféré l'entreprise au nom de ces qualités de la branche. On a préféré l'entreprise parce qu'on considère qu'il y a trop de droits du travail, et donc comme on a une logique de destruction, si on passe au niveau de l'entreprise, ça favorisera la négociation entreprise par entreprise et donc le dumping social, chacune essayant d'aller vers le moins. D'accord ? On a préféré l'entreprise parce que c'est plus déséquilibré. Et qu'on a une législation qui vise à favoriser la destruction. D'accord ? Donc, cette logique des réformes qui est de déplacer l'agencement des sources vers des lieux où le pouvoir de l'employeur est le plus grand n'est pas faite tout à fait par hasard. Elle est d'ailleurs réclamée par le patronat, elle est accordée au patronat, et elle est accordée au patronat au nom de la trop grande protection dont bénéficient les salariés français par rapport à la concurrence internationale, et donc il faut favoriser la destruction. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que l'agencement des sources est bien pensé comme le moyen de la destruction. On avait même eu, à un certain moment, des règles caricaturales. Il y avait des dérogations pour pouvoir conclure des conventions collectives plus facilement malgré la résistance de certaines organisations syndicales ou malgré l'absence d'organisations syndicales. Et ces conventions collectives plus faciles à conclure, fut un temps, ça a disparu récemment, fut un temps ces conventions collectives plus déséquilibrées qu'une convention collective normale ne pouvaient être conclues que lorsqu'il s'agissait de détruire des avantages sociaux. Ce qui était un aveu, oui, un aveu de la finalité qui est donnée à toute cette histoire-là. Un autre aveu de cette finalité-là est lisible dans les ordonnances du 22 septembre, puisque vous avez à la fois une destruction accrue possible des conventions de branche, et en même temps, on a affaibli l'interlocuteur syndical de manière substantielle. Vous comprenez, le discours qui passe à la télévision est de dire « Oui, nous sommes pour la convention collective d'entreprise parce que nous sommes pour le consensus, l'accord. » Mais si c'était le cas, on ferait de grands efforts pour que les négociations soient plus équilibrées au niveau des entreprises et pour que la légitimité des négociations d'entreprise soit plus grande. Donc, il s'agirait de renforcer l'interlocuteur salarié, celui qui défend les intérêts des salariés, et donc de renforcer l'interlocuteur syndical pour avoir un contrepoids face à l'employeur qui soit suffisamment crédible, pour que la convention collective d'entreprise soit suffisamment légitime, présumable, juste, vous voyez, pour qu'on lui donne ce poids renouvelé. Eh bien, ce n'est pas du tout ce qui se produit, puisqu'on a toute une série de dispositifs qui affaiblissent sciemment
l'interlocuteur syndical. Bon, c'est la possibilité du référendum qui pourra être décidé par les employeurs pour aller contre les syndicats majoritaires. C'est surtout la possibilité qui est nouvelle et vraiment enfin nouvelle, pas tout à fait dans l'idée, pas tout à fait techniquement, mais ce qui est vraiment nouveau dans l'ampleur que ça prend, c'est la possibilité de négocier sans aucune organisation syndicale, de négocier avec des élus, et ce, sans condition d'effectif. C'est-à-dire que même dans une grande entreprise, on pourra avoir des conventions collectives de destruction sans aucune présence syndicale. Aucune, même pas de mandataire spécial, même pas de présence sur les listes électorales, rien. Alors qu'est-ce que ça veut dire une grande entreprise sans présence syndicale ? Eh bien, il y en a. Ça veut dire que ce sont des entreprises dans lesquelles on fait la chasse aux syndicalistes. Je parle des grandes entreprises, 500. S'il n'y a pas de présence syndicale, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on a viré tous les syndicalistes. Et qu'on fait quand même de la négociation collective, entre guillemets, dans ce type d'entreprise où l'interlocuteur et le contrepoids a été visiblement chassé. C'est bien le signe que, on accepte finalement sans sanction la possibilité d'une lutte contre l'interlocuteur syndical, et que d'autre part, on va accepter qu'une négociation collective très déséquilibrée puisse s'enclencher avec des personnes qui ne bénéficient d'aucune organisation en soutien. D'accord ? Et donc ces négociations très déséquilibrées, sont-elles quelque chose de craint par les gouvernants ? Non, ce n'est pas craint, puisque, encore une fois, l'objectif est un objectif de déréglementation sociale. Donc pour toutes ces raisons inversées, en ce qui nous concerne, nous avons bien entendu réduit la force destructrice des conventions collectives en rétablissant pour l'essentiel le principe de faveur. Pour l'essentiel, on a quand même certains cas dans lesquels la convention collective peut créer des adaptations. Mais dans les cas où la convention collective peut créer des adaptations, par exemple pour la modulation du temps de travail sur l'année, on a prévu des contreparties automatiques en quelque sorte afin d'éviter les déséquilibres les plus flagrants. Par exemple, pour la modulation, si on compte le temps de travail sur l'année, eh bien, ça crée des variations, vous savez, du temps de travail sur l'année. Ces variations-là, c'est de la flexibilité. La flexibilité, c'est un coût supporté par les salariés. En échange de ce coût, il nous a paru assez logique qu'il y ait une augmentation du nombre d'heures supplémentaires, ou si vous préférez, une réduction de la durée du travail normal. Donc, par exemple, pour l'annualisation du temps de travail, c'est possible en échange d'un passage aux 32 heures. Sans perte de salaire, et puis avec des... Bref, je passe sur les détails. Donc on a quelques adaptations qui sont possibles de ce type-là par convention collective, mais avec des contreparties qui sont spécifiées pour éviter que les déséquilibres dans la négociation génèrent des déséquilibres dans l'action. Dans la hiérarchie des normes, un mot sur le contrat individuel de travail, qui est à mon avis signifiant. On a une généralisation presque complète de la possibilité pour une convention collective de détruire les avantages qui sont prévus dans un contrat individuel de travail. Vous avez accepté de travailler pour quelqu'un sur tel métier en échange d'un salaire, disons, de 1 500 €. Une convention collective arrachée on ne sait comment prévoit que votre salaire sera désormais de 1 200 €. Alors vous dites, je refuse, j'avais accepté ce travail pour 1 500, pas pour 1 200. Et la loi vous dit, eh bien, la convention collective qui baisse votre salaire va s'appliquer automatiquement. Et votre salaire tombe à 1 200. Alors vous pouvez continuer à refuser, mais vous bénéficierez à ce moment-là d'une procédure de licenciement simplifiée avec une cause réelle et sérieuse automatique et des indemnités qui sont de ce fait-là relativement faibles. D'accord ? Donc, on a... Pardon ? Oui, c'est une évolution. Alors, ce n'est pas tout à fait généralisé. C'est seulement pour les conventions collectives qui sont liées aux nécessités, qui sont rattachées aux nécessités liées au fonctionnement de l'entreprise, ou qui préservent l'emploi, ou qui développent l'emploi. Bon, ok, voilà. Il y a peut-être des conventions collectives qui ne servent à rien par rapport aux nécessités du fonctionnement de l'entreprise et qui ne préservent pas d'emploi et qui ne développent pas l'emploi. Il y en a peut-être, mais pas beaucoup, a priori.
Donc tout ça pour dire qu'on a, et ça c'est intéressant, une puissance ici de la convention collective de destruction de l'accord contractuel individuel. C'est intéressant parce que c'est antilibéral. Le libéralisme, c'est le contrat. Hein. J'achète, je vends, je tape, un travail, un salaire, combien 1500, ça marche. Bon, nous sommes des co-contractants, supposés libres et égaux. Tout ça est complètement utopique pour le coup, faux. Mais c'est cette idéologie-là, cette idéologie qui est on fait des contrats et on respecte les contrats. Ici, vous voyez ce qui se passe au nom de la volonté patronale de détenir un pouvoir, y compris sur les contrats. On a donc des dispositifs qui vont dire que cet accord, soi-disant libéral, ne vaut pas face à la discipline collective. Donc on est bien ici dans la montée d'un modèle de type autoritaire, et donc pas sur la montée d'un modèle simplement libéral. Alors évidemment, dans notre code, nous, on est plutôt pour le principe de faveur, y compris dans le respect libéral du contrat individuel de travail. Voilà pour... Tout ça est assez survolé, hein, mais voilà pour un point, mais qui est en fait crucial, puisque c'est là-dessus que se passent les potentielles destructions les plus dures, celui de l'agencement des sources du droit. Un autre point d'apparence technique, et donc finalement je vous traite plutôt les trucs techniques d'abord, parce que je pense que c'est en réalité les plus cachés, et donc les plus importants. L'autre point d'apparence technique, c'est le périmètre de la représentation du personnel. On peut élire des représentants du personnel. En principe, on doit élire des représentants du personnel à partir de 11 salariés, et puis avec un peu plus de pouvoir d'ailleurs, au-delà de 50 salariés. Il y a donc des élections dans l'entreprise. Ces élections n'ont pas été supprimées, même si on a supprimé toute une série de représentants du personnel, et même si le nombre de représentants du personnel a été drastiquement réduit par les ordonnances, il reste encore des représentants du personnel. Une question cruciale est celle du périmètre dans lequel on fait les élections. Pourquoi c'est une question cruciale ? Parce que les entreprises sont devenues quelque chose d'assez compliqué. D'abord, vous avez des entreprises qui sont complètement éclatées dans une multitude de personnes morales distinctes. Ensuite, vous avez des organisations productives dans lesquelles vous avez des personnes qui travaillent ensemble au quotidien, par exemple dans les grands magasins, et qui, pour autant, dépendent de 12 employeurs différents. Et qui, néanmoins, forment une collectivité de travail. Vous avez aussi un problème important, c'est que certaines entreprises sont très centralisées, ce qui fait que toutes les décisions sont prises au niveau du siège. Alors que c'est une très grande entreprise qui a des établissements un peu partout. Mais si vous centralisez à ce niveau-là les représentants du personnel, vous aurez des représentants du personnel qui seront, par exemple, situés à la Défense, à Paris, n'est-ce pas ? Alors que vous avez des entreprises qui sont situées partout en France. Et vous aurez des endroits dans lesquels il n'y aura aucun représentant du personnel protégé, parce que les quelques représentants du personnel protégés sont situés dans la grande entreprise au sens large, et donc il y aura toute une série de zones dans lesquelles il n'y a aucune protection et aucun militantisme finalement protégé possible. C'est très grave, puisque il y a des problèmes locaux. Il y a des problèmes locaux. Le militantisme est local. Le militantisme syndical se fait sur place. Si vous voulez recueillir des adhésions, monter une organisation, créer un mouvement, vous le faites avec les collègues que vous voyez au quotidien. Vous ne le faites pas avec des collègues que vous n'avez jamais rencontrés et qui sont situés à l'autre bout de la France. Donc, si on veut qu'il y ait de l'organisation des collectivités de travail, encore faut-il qu'il y ait des élus qui soient au niveau des collectivités de travail. Si on veut qu'il y ait des organisations collectives qui fassent sens, il faut aussi que ces collectivités de travail puissent être reconstituées
au-delà de l'explosion des structures employeurs. Et donc, qui élit qui, c'est très important. Si vous avez toute la grande entreprise qui élit quelques candidats qui seront lointains, eh bien, en pratique, vous aurez déjà beaucoup moins d'élus, et surtout, vous aurez des élus qui seront beaucoup moins proches de la base, avec tous les problèmes qui en résultent. Donc, la bataille pour savoir où se situe le périmètre de la représentation est une bataille absolument cruciale. Je vous assure que le patronat ne s'y est pas trompé. C'est une bataille de première grandeur qui a été menée avec, à l'évidence, pour eux, un intérêt qui est celui de la centralisation maximale de ces lieux-là. Et cette centralisation maximale a, depuis une quinzaine d'années, remporté quelques très grandes victoires. La dernière victoire importante, vous vous en doutez, c'est les ordonnances du 22 septembre qui modifient la définition de l'établissement, qui est le lieu dans lequel on fait ces élections, et qui le définit d'une manière, si on a une jurisprudence un peu malveillante, et malheureusement c'est devenu souvent le cas, eh bien, si on interprète cette nouvelle définition, c'est une définition qui est très inquiétante, puisque l'établissement devra être fait en prenant en compte, je cite, l'autonomie de gestion du responsable de l'établissement, notamment en matière de gestion du personnel. Mais un dirigeant d'établissement, c'est un dirigeant d'établissement, il n'est jamais vraiment très autonome, ce garçon-là. Je dis garçon parce que le monde est sexiste. Il n'est pas très autonome puisqu'il dirige un établissement. Donc il aura certes quelques marges de manœuvre. D'ailleurs, on demandait, dans la définition actuelle de l'établissement, qu'il ait quelques marges de manœuvre, pour qu'il y ait quelque chose à négocier. Mais quelques marges de manœuvre, c'est quand même assez différent d'une autonomie de gestion. Donc la terminologie va vers la centralisation. C'est inquiétant. Surtout si on pense qu'une représentation décentralisée est importante. C'est d'autant plus inquiétant qu'on nous supprime le CHSCT, vous savez. Or, le CHSCT, c'est quelque chose de particulièrement important au niveau de l'organisation réelle. À quoi vous sert d'avoir un représentant compétent en matière de santé et sécurité s'il est situé à 300 km et qu'il n'est pas capable de regarder comment se passe concrètement l'organisation du travail sur le site? Donc l'établissement du CHSCT, normalement, ça doit être quelque chose qui colle à la réalité du terrain, pour le coup. Et comme vous voyez que l'argument de la réalité du terrain, quand il s'agit de ne pas l'utiliser, on ne l'utilise pas et on remonte dans l'abstrait de l'entreprise au niveau central. Donc si vous voulez, il y a une très grosse bataille sur la circonférence, le périmètre, au sein de laquelle on aura ou non des représentants. Cette bataille, bien sûr, va dans le mauvais sens. Et naturellement, vous avez compris que le code que nous préconisons est en sens strictement inverse. On a deux définitions qui nous semblent importantes, qui sont différentes de celles qui existent aujourd'hui. Il nous a semblé important de distinguer deux choses. L'organisation économique. Où est le pouvoir économique? Parce qu'on veut qu'en face du pouvoir économique, en face de la direction de l'organisation économique, il y ait des représentants du personnel, et donc que c'était un bon cadre d'élection. Où est le pouvoir? Il est là. Très bien, on va élire dans ce périmètre-là des gens pour mettre en face. Et nous avons appelé ça l'entreprise. Et puis il y a une deuxième question qui est assez différente, qui est la question dont j'ai parlé tout à l'heure, qui est celle de l'organisation des collectivités de travail. L'organisation des collectivités de travail, elle n'a pas forcément lieu au même endroit que l'organisation du pouvoir de l'employeur. Il se peut qu'il y ait une collectivité de travail qui soit à un endroit où il n'y a pas particulièrement de pouvoir de l'employeur. Ou, comme dans l'exemple des supermarchés que j'ai donné, une collectivité de travail qui regroupe en fait une dizaine d'employeurs. Mais néanmoins, une collectivité de travail. Alors, on a appelé établissement la collectivité de travail, indépendamment de l'organisation du pouvoir de l'employeur.
Ce qui fait qu'il y a ainsi des élus qui vont pouvoir apparaître en dehors de la structure de pouvoir qui a été mise en place, y compris, pourquoi pas, dans des réseaux de franchise, y compris, pourquoi pas, dans ce qu'on appelle aujourd'hui des sites, y compris, pourquoi pas, dans toute une série de cas comme ça. Et ça pourrait être l'établissement. Et puis de l'autre côté, comme on s'intéresse au pouvoir de l'employeur, ça peut aussi dépasser les frontières de la personnalité morale, qui est une fiction, et donc aller rechercher l'emplacement du pouvoir réel. Tiens, j'en profite, puisque je suis en train d'en parler. Puisqu'on cherche le pouvoir réel, on a aussi réécrit les procédures collectives en matière de droit du travail. Hein. On a tout réécrit, donc voilà. Et donc ça aussi, et pour vous donner notre orientation, il nous a semblé que le droit des procédures collectives était actuellement excessivement protecteur des débiteurs. Ah oui, c'est bizarre. Et alors, en l'occurrence, le problème, ce sont des personnes qui montent des sociétés, qui font faillite et qui ne payent pas les salaires. Oui, et donc ils refont faillite, ils se retournent en redressement, et puis ils refont et puis ils en refont une, ils en font deux, ils en font trois, il n'y a pas de sanction. Et même, on peut voir des gens à la télévision qui sont des entrepreneurs, donc ils disent « Ah, j'en suis pas, ma première liquidation judiciaire, je suis un combattant, j'ai déjà liquidé 6 boîtes. » Et les gens disent « Ah là là, il est dynamique. » Et donc ça veut dire que ça fait 6 fois qu'ils ne payent pas les salaires. Donc, tout en encaissant éventuellement certains bénéfices au passage. C'est problématique. On est arrivé dans une idée de protection de l'entrepreneur telle qu'il n'est devenu que très exceptionnel qu'on puisse aller chercher l'actionnaire majoritaire d'une entreprise pour trouver sa responsabilité, que cet actionnaire majoritaire d'ailleurs soit une société mère dans un groupe ou que ce soit une personne physique. Dans un cas comme dans l'autre, par exemple, la responsabilité limitée telle qu'elle est organisée dans le capitalisme moderne protège entièrement les détenteurs réels du pouvoir des conséquences économiques de leurs actes. Et il nous a semblé que c'était un petit peu excessif, ce qui fait qu'on a considéré que l'AGS, Assurance Générale sur les Salaires, qui a un rôle très important en matière de procédure collective, pouvait, alors qu'on a déplacé, on a donné cette compétence à Pôle emploi, bon, je passe les détails, mais que cette personne qui assure les salaires en cas de faillite, qui donc paye les salariés à la place du patron défaillant, pourrait se retourner contre l'actionnaire majoritaire pour récupérer tout ou partie des sommes qui ont été versées par elle. Ce qui, évidemment, va tout à fait à l'encontre de la loi de 1985 sur son esprit, sur les procédures collectives qui protègent entièrement les détenteurs de capitaux en cas de faillite. Eh bien, il nous a semblé qu'on était allé trop loin et qu'on pouvait revenir sur... Bref, et puis on a comme ça pas mal de règles qui visent à aller chercher le pouvoir un peu plus loin que ce que les formes juridiques indiquent. On a aussi l'actionnaire majoritaire qui peut être amené qui peut être attrait devant ce qu'on appelait le comité d'entreprise et qui prend un autre nom chez nous et qui prend maintenant le nom de comité social et économique, comme vous avez pu le remarquer. Donc le comité d'entreprise, pour parler à l'ancienne, peut aller chercher l'actionnaire majoritaire et lui demander de venir simplement s'expliquer, d'être auditionné devant le comité, lorsque cet actionnaire existe. Ce qui est quelque chose qui semble évident, puisque le détenteur véritable du pouvoir, qu'il ait à s'expliquer devant les représentants du personnel, ça semble assez logique, puisque normalement il y a une consultation des représentants du personnel par rapport aux décisions économiques. Aller demander aux décisionnaires de s'expliquer, ça semblait assez logique, mais bien entendu, c'est contre le tabou qui est l'écran de la personnalité morale, qui est un tabou très fort dans l'ordre capitalistique traditionnel. Bien, au stade où j'en suis, il ne doit plus me rester du tout de temps, donc... combien ? 5 minutes, c'est ça. Et donc en 5 minutes, je vous parle de l'emploi en 3 minutes. Le droit du licenciement a été ravagé. Ce qui est intéressant aussi, c'est dans l'évolution du discours. Jusqu'ici, on avait un discours qui était beaucoup autour de la distinction entre les insiders et les outsiders. C'est-à-dire qu'on disait, on va précariser les salariés en contrat à durée indéterminée, ils vont devenir davantage précaires, c'était le gros discours, mais ce n'est pas parce qu'on est méchant, pas du tout.
c'est pour faciliter l'intégration dans l'emploi stable des travailleurs précaires. On dit, voilà, il y a une grosse fracture en France, les travailleurs précaires d'un côté, les travailleurs stables de l'autre, et cette fracture est plus importante que dans d'autres pays, et donc il convient de réduire cette fracture, et pour réduire cette fracture, eh bien, il suffit d'enlever des droits aux travailleurs à durée indéterminée, ce qui facilitera l'entrée des travailleurs précaires dans l'emploi à durée indéterminée, et on réduira ainsi la fracture sociale. C'était le discours habituel. En d'autres termes, on opposait les salariés en emploi stable, en disant « Ah, bande de petits privilégiés, ça suffit maintenant vos privilèges », afin de protéger les plus faibles. D'accord, c'était le discours. Alors évidemment, ce n'est pas en affaiblissant ceux qui ont des contrats stables qu'on génère des contrats stables pour ceux qui en sont dépourvus. On précarise tout le monde. Donc ce discours-là était assez contestable. Assez contestable. Mais il a disparu. Ce qui est très intéressant dans les ordonnances, c'est que ce discours-là n'est plus là. Aujourd'hui, il y a eu une destruction des protections en matière de contrats à durée indéterminée, destruction vraiment très importante, dans le détail desquelles je ne peux pas rentrer, mais les protections contre le licenciement se sont vraiment effondrées, y compris les protections contre le licenciement en matière de harcèlement sexuel. Hein, vous voyez, là, on parle beaucoup, là, MeToo, on dit « Ah, c'est formidable, on prend mieux en compte désormais toutes ces violences qui sont faites aux femmes. » Mais sur Twitter, hein, parce que dans les ordonnances, on a divisé par 2 les sanctions qui étaient encourues dans ce cas-là. Enfin, par 2, non. C'est-à-dire que la nullité du contrat de travail qui est encourue toujours dans ce cas-là est aujourd'hui bien inférieure dans ses effets de ce qu'elle était précédemment. D'accord ? Donc il y a eu une réduction assez importante, voire drastique, des sanctions qui étaient encourues en cas de harcèlement sexuel. Je dirais, balance ton porc, oui, mais le porc risque moins. Ça, c'est la bonne nouvelle. Mais bon, passons. Donc on a détruit vraiment dans tout le droit du licenciement, y compris dans ces cas les plus durs, de manière très substantielle. Mais ce n'est pas pour faire de la place aux travailleurs précaires, cette fois-ci c'est clair, puisque simultanément dans les ordonnances, il y a toute une série de règles qui visent à ouvrir le champ des possibles recrutements par contrat précaire. Tout le droit du travail précaire est potentiellement ouvert, puisque la négociation collective, qui ne pouvait pas s'immiscer dans ce genre de choses jusqu'ici, pourra désormais créer de nouveaux contrats précaires, augmenter le nombre de renouvellements possibles, augmenter la durée des contrats précaires. Et donc, le travail précaire est simplifié en même temps que le contrat à durée indéterminée est précarisé. Donc, cette fois-ci, on ne déshabille plus Paul pour habiller Jacques, on déshabille tout le monde, comme ça, c'est plus les insiders contre les outsiders. On abîme tout le monde. Alors ça, c'est sur l'emploi. Alors pour vous dire que nous a semblé, c'est aussi ce discours-là se base sur ce discours de la précarisation générale de l'emploi se base sur l'évolution des temps. C'est fini l'emploi stable. Sur l'emploi stable est un frein à l'embauche. Je n'embauche pas parce que j'ai peur du licenciement. Ces 2 arguments-là sont de véritables contresens. C'est faux. L'emploi stable ne diminue pas en France. Absolument pas. L'ancienneté moyenne augmente. L'ancienneté moyenne augmente en France, comme dans la plupart des pays de l'OCDE. Ce qui diminue, ce sont les salariés en emploi juridiquement protégé, ce qui n'a rien à voir. La protection diminue, les salariés en statut précaire sont de plus en plus nombreux, c'est entendu. Les salariés en statut précaire, mais qui peuvent rester très longtemps en statut précaire. En revanche, l'ancienneté moyenne, elle, croît. C'est assez logique. Nous sommes dans une société qui est une société de la connaissance. C'est aussi une société vous savez, les tâches humaines se spécialisent dans ce qui est spécifiquement humain. Donc le relationnel, le cognitif. Donc des tâches qui sont davantage productives lorsqu'elles sont exercées avec un peu d'ancienneté. Comprenez, quand il s'agit d'être dans le cognitif ou dans le relationnel, le travail ultra précaire n'est pas très productif. Et donc, assez logiquement, l'évolution de l'emploi
va vers un accroissement global de l'emploi stable dans les faits et dans les chiffres. Ce qui peut être regretté. Après tout, c'est rasoir, toujours le même emploi. Mais cela doit être constaté. Nous ne sommes pas dans une phase de précarisation. Bien sûr, il y a de plus en plus, il y a beaucoup de chômeurs, et bien sûr, il y a une frange de la population qui est maintenue en statut précaire. Et ces situations-là sont absolument dramatiques. Mais ce n'est pas une évolution de la nature du travail qui produit cela. Et donc, l'idée de faire de la protection de l'emploi n'est pas une idée désuète. La protection de l'emploi, c'est la protection de cette stabilité, c'est la protection de cette ancienneté. Et la protection de cette ancienneté, eh bien, c'est aussi la protection d'une certaine productivité à la française. Vous savez, aux États-Unis, où on peut se faire licencier vraiment très très facilement, vous prenez votre carton et vous sortez. C'est en train de devenir le cas aussi en France. Ce qui est l'effet de ce droit-là, c'est une absence de confiance très grande des salariés dans la pérennité de leur emploi. Et cette absence de confiance se paye. Dans beaucoup de tâches, si vous n'êtes pas investi dans votre entreprise vers des projections d'avenir, eh bien, vous allez tirer au flanc au maximum et vous serez d'autant moins productif. Et ce n'est pas tout à fait par hasard que les pays qui ont des protections de l'emploi élevées, au premier rang desquels l'Allemagne, qui a une protection de l'emploi bien plus élevée que chez nous, ces pays-là sont aussi des pays à productivité élevée. Donc la France a des outils dans la concurrence mondiale, et notamment sa productivité liée à sa protection de l'emploi. Et ce n'est pas en détruisant ce qui faisait notre avantage comparatif dans la lutte concurrentielle qu'on sera particulièrement efficace dans la compétition internationale non plus. Mais bon. Donc tout ça pour dire qu'il ne nous a pas semblé désuet de faire des protections de l'emploi et qu'on a renforcé les sanctions du licenciement sans cause réelle et sérieuse et qu'on a inventé des stratégies pour que l'emploi précaire soit moins précaire. Stratégies dans le détail desquelles je n'ai pas le temps de rentrer. J'aurais voulu parler du droit de grève, dont on a modifié la définition, du temps de travail, dont on organise un peu la réduction et surtout la prévisibilité, du droit du chômage, afin qu'il y ait une certaine proportionnalité entre les sanctions encourues et les fautes commises. Vous savez, c'est terrible, vous n'avez pas répondu à un entretien téléphonique et on vous supprime vos indemnités. C'est une sanction totalement disproportionnée, d'une brutalité inouïe, qui semble ne poser question à personne. On a créé des actions directes pour éviter que les frontières entre maîtres d'œuvre et bref, que dans la sous-traitance il puisse y avoir un certain nombre de passerelles, parce qu'on a des sous-traitances en cascade qui génèrent des difficultés de contournement du droit du travail qui sont considérables, etc., etc. L'intéressement et la participation, il y a pas mal de choses à dire, mais il convient quand même de laisser la parole à la fois à Alain Supiot, qui me fait l'honneur et le plaisir d'être ici aujourd'hui, et puis ensuite à la salle.